On y est. Les tirages des poules, des matchs de poules de la prochaine Coupe du Monde ont été faits ce dimanche, non, ce samedi, ce vendredi. Vendredi, ça a été fait ce vendredi. Qu'on le puisse dire, c'est que ce sera la première Coupe du Monde qui sera vraiment longue. Hein. Parce que là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 groupes. Un mondial à 11 groupes. Un mondial à combien? On va dire minimum. Parce que c'est pas 48 équipes, même carrément. Un mondial qui a été immensement ouvert. Qui dit mondial dit plus de matchs, et qui dit plus de matchs dit plus de sous dans la FIFA. C'est un peu ça le but un peu de notre cher Coco, comment s'appelle ce fou là encore là, Infantino, qui est une blague. C'est la pire chose qui arrive à l'histoire du football. Mais bon, on va pas refaire l'histoire avec Platini, comment c'est Platini qui devait gérer la FIFA et tout, et que Platini est le seul gars qui pouvait faire en sorte que le foot ne devienne pas le bordel qu'on a vu là. Mais bon, c'est se répéter que de parler de ça. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer un peu sur la plupart des équipes qui sont qualifiées à cette Coupe du Monde. Le Cameroun n'y est pas, bien fait pour nous, et je pense que c'est même une bonne chose qu'on ne soit pas. On ne mériterait pas d'être là, et il y a d'autres choses à faire dans le football camerounais que de penser à une Coupe du Monde. Absolument, c'est reconstruire le football du pays. Bordel qu'on a un gros boulot à faire. Donc c'est une bonne chose qu'on ne soit pas là, qu'on n'ait pas du vent et on fait seulement un premier tour et tout. Non, qu'on construise l'équipe et qu'on essaye d'être performant sur le long terme. Et lui, là, on est là, dans ces différents groupes, il y a plus ou moins des surprises, les groupes sont plus ou moins engagés. On peut parler maintenant un peu du groupe A, qui sera composé du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et du vainqueur du barrage D, c'est-à-dire entre Danemark, Macédoine, je sais pas, le RTC, c'est la République tchèque, je pense, et l'Irlande. C'est le vainqueur du barrage D, là, de ces barrages-là, ce sera entre ces quatre clubs qui occupera justement la 4e position pour le groupe A. Et le Mexique et la Corée du Sud et l'Afrique du Sud sont déjà qualifiés. L'Afrique du Sud avait fait une très belle CAN dernièrement, la CAN 2024. La Corée du Sud, c'est un habitué de la Coupe du Monde déjà, qui est toujours là en train de représenter l'Asie. Le Mexique, c'est une équipe de Coupe du Monde. Je ne connais pas vraiment la nouvelle génération mexicaine actuelle. Je pense que moi, je suis encore resté à la génération actuelle, à Vela, Hernandez, Chicharito, etc. Le football mexicain, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais je sais que le Mexique, tu peux compter au moins sur elle pour arriver au moins en 8e de finale, parce que le Mexique finit toujours au moins en 8e de finale. La Corée du Sud, bon, c'est toujours point d'interrogation, hein. Ils peuvent toujours aller au mondial, mais à part 2002 et 1966, bien c'était la Corée du Nord. C'était la Corée du Nord, non? 1966. C'est le Portugal qui fait quart de finale, la Corée du Sud qui fait quart de finale contre le Portugal, là. Ils perdent contre le Portugal de Zebio, là. C'est la Corée du Nord ou la Corée du Sud? Je vais vérifier, je pense que c'est la Corée du Sud, mais je pense peut-être la Corée du Nord, je vais vérifier après. Et voilà, mais l'Afrique du Sud et le Mexique, je pense que c'est les deux gars qui peuvent sortir dans ce groupe-là. Maintenant, entre Danemark, Macédoine, République tchèque et Irlande, là, on ne sait pas encore qui sera là, si la République tchèque est là, si le truc est là, je ne sais pas un peu quelles sont les valeurs essentielles de ce pays-là. Mais moi, je vois le Mexique, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est quelque chose de truc. Si vous avez vu mon sujet sur Walter Steamboat, qu'est-ce qui se passe de génial dans ce pays en ce moment, la plupart des membres des joueurs de trucs proviennent à 60-70% de l'équipe phare du continent, qui sont les Mamelodi, l'équipe phare même du continent africain, même les Mamelodi Sundowns. Nous verrons bien ce qui se passera là-bas avec cette équipe-là. Puis nous avons le groupe B, le Canada, Suisse, Qatar, et le vainqueur du barrage Italie. Je crois il y a Pays de Galles, Bosnie, je pense, c'est BOS là, c'est pas Bosnie. Et, je sais pas, Irlande du Nord, je pense que c'est Irlande du Nord, ouais. Canada, Suisse, Qatar, il n'y a vraiment rien à ça va. La Suisse, bon,
Elle arrive toujours en huitième. Le Qatar, c'est un peu un point d'interrogation. Déjà, chapeau à eux d'être qualifiés encore dans ce mondial-là, puisqu'ils ont organisé l'ancien mondial et ils se sont réussi à se qualifier encore actuellement. Qatar, je crois que c'est eux qui sont souvent les vainqueurs maintenant de Coupe d'Asie depuis quelques années déjà. Canada, c'est encore une donnée encore très point d'interrogation. C'est un groupe qui a l'air plus ou moins équilibré et trucs. Je vois pas trop. Si je pourrais donner mon truc, je pourrais voir Suisse et Qatar sortir. Le Canada, je sais pas trop ce qui peut se passer là-bas et tout. Un groupe un peu qui a pas l'air trop intéressant un peu pour nous parce que c'est les premiers groupes là, c'est un peu le truc. Puis vient le troisième groupe qui a l'air un groupe un peu plus intéressant. Brésil, Maroc, Écosse et Haïti. Le jeune Haïti, dont la situation politique n'est pas forcément joyeuse. Et là, ils sont arrivés pour la première fois en Coupe du Monde. C'est incroyable pour le pays. L'Écosse, je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient plus participé aussi à une Coupe du Monde. Je ne sais même pas, est-ce que c'est pas depuis 98 qu'ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde, ceux-là. Je crois que ça fait très longtemps que je les ai pas vus en Coupe du Monde. Je crois que c'est depuis 98. L'Écosse qui a vraiment aussi beaucoup de points d'interrogation. Et il y a le Maroc qui est vraiment plus ou moins le favori de ce groupe. Parce que le Maroc carbure depuis ces 2 dernières années là, ils viennent d'un mondial, ils ont fini en demi-finale, il y a eu l'échec de la CAN, mais depuis là, ça carbure, les moins de 20 ans arrivent, on verra ce qu'ils font avec la CAN là qu'ils organisent, mais le Maroc là en ce moment là, ils sont en rouge complet. Et l'équipe du Brésil qu'il faudra quand même regarder d'un certain œil, les gérés par Ancelotti, je pense qu'il y a quelque chose plus ou moins qui peut se passer un peu avec cette équipe du Brésil qu'on a peut-être encore un peu de trop sous-estimé. Le match contre le Sénégal a bien montré comment ça a été une vraie correction un peu qu'ils ont donnée au Sénégal. Il y a encore beaucoup de choses à regarder encore avec cette équipe du Brésil là. C'est vrai que les dernières Coupes du Monde ont été un peu malchanceuses. La dernière, on va pas négliger ce qu'est la Coupe du Monde 2022. Les premiers tours, le Brésil pratiquait un très beau foot et tout, et je sais pas, Neymar est un peu un poisseux. Le match contre la Croatie, il peut être le héros de l'équipe. Après, ils finissent avec un nul et ils perdent au tir au but. Bon, vous voyez un peu là où ça a arrivé, mais le Brésil, faut toujours quand même pointer un œil sur le Brésil. Et bon, je me dis souvent, rappelez-vous, en 2002, les gars n'étaient pas forcément favoris, ils font le truc. Ancelotti, tout qui peut essayer d'arrêter le truc, parce que c'est vrai que le Joga Bonito n'est plus trop présent un peu dans le football de ce pays, mais je rappelle la Coupe du Monde 2022, l'équipe Brésil jouait parfaitement bien, un beau jeu et tout. On verra ce qui se passera. Les États-Unis, l'Australie, le Paraguay, le vainqueur, Turquie, Roumanie, Slovaquie, Albanie, là, des barrages là. Les États-Unis, pays qui s'est beaucoup émancipé sur le foot depuis ces dernières années, pays organisateur. Les États-Unis, où normalement la star de l'équipe, Pulisic, tu devras montrer un peu les trucs. Il y a du progrès à faire, de trucs. On essaierait un peu de voir si les États-Unis iront plus loin que le plus grand résultat qu'ils ont fait en mondial, c'est-à-dire en 2002 où ils étaient allés en quart de finale. Ça pointe un peu souvent un peu de sortir au premier tour par rapport à ce pays-là. Et souvent ils sortent au premier tour, mais les huitièmes, les quarts, ils n'arrivent pas encore à franchir vraiment encore le cap. L'Australie, c'est une donnée complètement inconnue pour moi en ce moment. L'Australie, je ne sais pas où ils peuvent se situer sur le truc. Le Paraguay, c'est aussi des trucs un peu comme moi. Tu me parles de Paraguay, je pense aux années 90, aux années 2002 et plus ou moins c'est la mondiale 2010 où ils avaient été incroyables aussi. Ben, globalement, depuis là, c'est un peu le flou pour moi. Je ne peux pas vraiment essayer, c'est très libre. Là, tout le monde peut sortir comme tout le monde peut rester. Et c'est un peu particulier de voir, oui, qu'est-ce qu'ils pourront faire à ce prochain mondial. Le groupe E, avec l'Allemagne, l'Équateur et la Côte d'Ivoire et le Curaçao, je connais pas ce pays-là. C'est pour ça que c'est bon souvent de regarder la Coupe du Monde parce que tu découvres, tu te cultives un peu avec des pays que tu n'aurais jamais entendu parler de ta vie. Curaçao, je sais pas où c'est. Je sais même pas qu'est-ce que c'est ce pays-là. Je sais même pas si c'est quoi ce pays de football là. Je sais pas où c'est. Ils sont arrivés à réussir en Coupe du Monde, chapeau à eux. C'est la première participation, je pense. Et tout. On va avoir l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et le Curaçao. L'Équateur, il faut un peu se méfier. La Côte d'Ivoire, bon, c'est un point d'interrogation pour le vrai valeur de la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique en titre pour l'instant, avant qu'on joue au Maroc là.
voir un peu là où ils pourront être dans ce truc. L'Allemagne a beaucoup de choses à se faire pardonner depuis les derniers mondiaux qu'ils ont fait, que ce soit 2018 et 2022, qui ont été un échec. Je pense que les gars viennent avec les crocs là-bas. Nagelsmann ne va pas faire de truc. L'Euro 2024 a été très prometteur de cette équipe d'Allemagne là. Ils ont pratiqué un beau jeu. Ça s'est joué à rien contre l'Espagne, parce que si l'Allemagne passait ou l'Espagne passait, c'était le vainqueur de l'Euro, et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Allemagne a fait un très bon mondial, un très bon Euro. Une bonne chose qui recommence à revenir sur le plan du mondial un peu dans la juste valeur, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de talents. On connaît les talents, les Florian Wirtz, les Leroy Sané, mais ces jeux talents un peu pêchent un peu par, comment dire un peu le mot, ils pêchent par efficacité, manque d'efficacité. Pas manque d'efficacité souvent, parce qu'ils tricotent et manquent d'efficacité un peu. On verra un peu ce que cette équipe d'Allemagne qui a beaucoup de choses à se racheter. Voilà, le groupe F avec le Pays-Bas, le Japon, la Tunisie et le vainqueur du barrage Ukraine, Suède, Pologne, Albanie, entre ces 4 équipes là qui pourront truc. Les Pays-Bas, le Japon, le Tunisie, les Pays-Bas, ils sortent de 2 compétitions internationales très prometteuses. La Coupe du Monde 2022 a été une très belle Coupe du Monde pour eux, pour moi, pour ce groupe-là. Ils sont arrivés en quart de finale et qui a proposé l'un des matchs les plus marquants de l'histoire de cette dernière Coupe du Monde, le Pays-Bas-Argentine, qui est un classique de la Coupe du Monde. Le Pays-Bas-Argentine, c'est vraiment un match classique de la Coupe du Monde. On parle des matchs qu'il y a toujours entre ces 2 nations-là. Et surtout le dernier qui a laissé vraiment des séquelles un peu par rapport à son histoire un peu, et qui a écrit l'histoire un peu du mondial aussi, c'est fabuleux en termes de dramaturgie et tout ça. Messi son geste là, Vergouste, les mecs qui se battent à truc. Bon, c'est tout le football que j'aime, hein. La dramaturgie, les insultes, le truc, les rancunes passées qui sortent. C'est ça. C'était un must de football dans tout le truc et tout, et ça c'était parfait. C'est l'un des plus beaux matchs de ce mondial là et tout. Le truc, les Pays-Bas sont amenés encore par leur meilleur joueur qui est Gakpé, pas Memphis Depay. Même si Memphis Depay est le meilleur buteur de la sélection nationale, pour moi il a encore toujours à prouver une chose. Est-ce que il peut être bon en compétition internationale, ce mec-là? Il n'a jamais été bon en compétition internationale avec les Pays-Bas. Oui. On va me dire, la Coupe du Monde. Il était un jeune qui venait et qui sortait et qui apportait un peu son plus à l'équipe. Quand il y avait les tauliers, Snyder, Robben et autres et tout. Il a apporté sa pierre à l'édifice plus ou moins, mais ce n'était pas le taulier de l'équipe comme Snyder, comme Van Persie et tous les cocos qu'on avait là. C'est eux qui ont amené l'équipe jusqu'en demi-finale. Il était encore très jeune à l'époque. Et quand il est devenu le leader de l'équipe, ça a été une catastrophe. 2018, ils se sont pas qualifiés. 2020, ils ont été horribles à l'Euro. 2016, ils se sont pas qualifiés à l'Euro. 2022, quand il vient, il est remplaçant, parce qu'il est blessé plus ou moins à la compétition. Et celui qui est vraiment bon, il vient apporter en tant que joker, mais celui qui est la star de l'équipe et qui porte l'équipe jusqu'à un truc, c'est Gakpé. Gakpé a été le meilleur buteur hollandais de ce mondial-là, dans la Coupe du Monde 2022, mais surtout l'Euro 2024. Gakpé a fait la différence comme pas possible dans tous les matchs des Pays-Bas pour les amener en demi-finale. C'est lui qui était le gars. Donc pour moi, depuis le gars de ces Pays-Bas là, c'est Gakpé. Donc on verra un peu cette équipe de Néerlandaise encore qui est ouverte. Ouais, certes, on n'est plus dans le grand passé prestigieux un peu qu'ils ont, mais ils sortent de 2 compétitions internationales assez satisfaisantes. On verra un peu s'ils pourront le prouver dans ce mondial un peu truc. Interlude par rapport à ma vidéo, parce que j'ai complètement oublié de parler du Japon. Le Japon aussi sort de 2 mondiales très intéressants. Que ça soit le mondial 2018 où ils sont sortis en 8e contre la Belgique, et ça s'est joué un peu à une maîtrise du match qui n'ont pas été tubes. Et surtout 2022 où ils sont sortis du groupe où il y avait l'Allemagne et l'Espagne, la dernière Coupe du Monde. C'était le groupe de la mort et le Japon est sorti. Je crois qu'ils sont sortis même premier du groupe, je pense, si je me souviens bien. Et le Japon évolue beaucoup dans son football. Le football japonais qui a eu un peu son émancipation à partir des années 90 et des années 2000, il évolue beaucoup. Quand tu vois les équipes, l'équipe japonaise est pratiquement au football.
les Japonais arrivent à avoir un peu une constance un peu dans le truc. Je crois que même si je me trompe pas, en 2014 aussi, ils étaient sortis au premier tour parce je crois qu'ils étaient dans le groupe avec le Sénégal et la Colombie. Je pense qu'ils sont sortis. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils étaient sortis aussi du premier tour. Je crois que ça fait 3 fois qu'ils sortent du premier tour un peu depuis 2014. Donc je vais un peu essayer de regarder, mais le Japon est vraiment à regarder. C'est vraiment un truc. Je ne connais pas les joueurs japonais phares, je connais plus les trucs. Je suis resté un peu une certaine génération, mais chaque fois que je les vois, chaque fois que je les trouve, ils ont toujours un jeu très bien lié, un football très bien lié. Mais je pense que ce qui les manque un peu maintenant dans le football japonais, c'est d'avoir un grand joueur d'exception qui arrive à embellir un peu toute leur collectivité là. Donc c'est les gars qui vont compter. Je pense que dans ce groupe là, entre la Hollande et le Japon, ils vont sortir dans ce pôle là. La Belgique et l'Iran, et l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, groupe G, le groupe G un peu, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Belgique, c'est pas une grande génération qu'on a en Belgique en ce moment. La génération dorée n'a jamais rien gagné. Bon, c'est un peu frustrant. On verra un peu ce que ça donnera avec celle-là. L'Iran, tu me parles de l'Iran. Moi, l'Iran, c'est depuis Ali Daei. Depuis Ali Daei, je ne connais rien de ce qui s'est passé à ce pays-là. Égypte, Mohamed Salah essaiera un peu de faire un peu une bonne chose. Mais cette équipe d'Égypte qui est très forte sur le continent, mais a toujours du mal à être performante sur le plan international. On espère que cette équipe d'Égypte pourra enfin tirer son épingle du jeu sur le plan international, parce que chaque fois que les Égyptiens sont en Coupe du Monde, ils font toujours des cavalcades et du désastre. C'est-à-dire que les gars n'arrivent jamais à transitionner la bonne performance qu'ils font à la CAN à la Coupe du Monde. C'est un peu problématique avec ce pays-là. La Nouvelle-Zélande, dont je ne comprends absolument rien à ce qui se passe à la Nouvelle-Zélande. Un groupe qui est ouvert pour moi. Normalement, techniquement dans le papier, c'est la Belgique et l'Égypte qui peut sortir. Mais nous pourrons encore avoir quelques surprises. Et là, un groupe aussi qui me plaît beaucoup, Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite et Cap-Vert. L'Arabie Saoudite qui avait fait un peu un exploit un peu abattant l'Argentine un peu dans le premier match de la Coupe du Monde passée, même s'ils sont sortis au premier tour, ça a été un événement important dans l'histoire du pays, puisqu'ils sont toujours attirés par leur coach Hervé Renard, qui est un peu le sorcier blanc qui va toujours essayer de faire des exploits. Le Cap-Vert, qui est mon équipe préférée, j'ai vraiment dommage pour eux. J'aurais voulu qu'ils tombent dans un groupe beaucoup plus satisfaisant pour eux, parce que c'est mon équipe préférée de la CAN passée, mais c'est tout nouveau pour eux. Mais on peut toujours voir un peu ce qu'ils peuvent faire, mais ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile pour le Cap-Vert de pouvoir tirer vraiment son épingle du jeu là-dedans, même si c'est une équipe que j'adore vraiment pour l'état d'esprit, le jeu, le truc, il y a une insouciance même dans le jeu qu'ils font. L'Uruguay que j'ai toujours participé et pensé qu'ils vont aller très loin dans cette compétition là, l'Uruguay de Bielsa, qui peut faire truc parce qu'ils ont une équipe excessivement jeune et excessivement talentueuse aussi. Je la suivais un peu très précisément et j'ai toujours l'impression que pour moi, c'est qui peut être la menace fantôme aussi du mondial, pour moi, même s'il y en a une autre encore que je vais parler. Et puis l'Espagne qui est grand favori. L'Espagne, les gars, tout est au rouge et tout. C'est la meilleure équipe au monde en ce moment. Les gars sont rouges. C'est pas demain la veille qu'on va pouvoir battre cette équipe-là. Et s'ils viennent vraiment sans blessure, sans truc, les gars, ça va être une boucherie. Ils vont seulement donner une boucherie aux équipes nationales. L'Espagne est bien partie pour aller au minimum en demi ou en finale de cette mondiale-là s'il n'y a pas d'accro. Et puis, il y a le match France. Il y a France, Sénégal, le Norvège, et puis les vainqueurs du barrage 2, pour la 4e place, ce sera soit l'Irak, soit la Bolivie, soit le Suriname. Et bien pour moi, ça c'est le groupe le plus difficile de ce mondial-là. France, Sénégal, Norvège et là. La France, champion du monde en 2018, finaliste de la Coupe du Monde de 2022. La France est une grande nation mondiale du foot. Depuis là, elle a repris depuis 2014-2016. La France est sur le firmament du football mondial. Au minimum, tu rencontres une équipe française, au minimum
en demi-finale d'une compétition internationale depuis cette période-là, sauf le WAC 2020, mais normalement, même ils ont fait dernier Euro, ils étaient en demi-finale, dernier truc il est en finale. Le style, bon, on connaît, c'est Deschamps, c'est pas un poète. Je l'ai déjà expliqué mille et mille fois que c'est pas un poète. Une génération de joueurs encore hors normes qu'ils ont sortis là. Individuellement, tu parles de Barcola, Désiré Doué, Cherki, Mbappé, Tchouaméni, Kamavinga, bref, Oupé Mécano, et en plus encore les Nkunku ne sont pas sélectionnés. Bon, bref. Donc Vivier est fou. Le Vivier est fou dans ce pays-là en ce moment-là. Le style n'est pas là. Mbappé jouera sa 3e Coupe du Monde, sauf blessure s'il n'y a pas de truc. Mbappé jouera sa 3e Coupe du Monde et Mbappé, c'est peut-être le mondial qui peut le consacrer comme l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du monde, de l'histoire de cette compétition. Est-ce que oui, Coco, je vois déjà mon ami King Hagler sortir son commentaire. Oh non, Mbappé, oh, et tout. On a quelqu'un qui est en train de faire une 3e Coupe du Monde. Si notre Coco fait encore le 3e Coupe du Monde du niveau des 2 Coupes du Monde précédentes, où il arrive au minimum encore en finale de l'équipe avec cette équipe-là, et qui devient meilleur buteur de l'histoire de la compétition, ce qui n'est pas impossible puisqu'il a 5 buts de closer, il est déjà dans le top 10. Et avec la saison qu'il est en train de faire là, c'est pas fou de penser qu'il peut arriver aussi en forme là-bas. Moi, je dis, voilà, on va pas enlever ça à notre cher Kylian, qui, si la France remporte le mondial avec lui qui est performant comme dans les 2 autres mondiales, bien Coco, on peut te placer parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de la compétition. Moi, il est déjà parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de cette compétition et il dépassera beaucoup de gens. Parce qu'on parlera de quelqu'un qui a fait 3 finales de Coupe du Monde. Si l'Angleterre, ça fait absolument 2 gagnés. Les meilleurs buteurs, qui vous apporte une 2e Coupe du Monde, les gens qui me demandent encore, pourquoi tu mets Mbappé au-dessus de Zidane, au-dessus de trucs, je dis, mais vous voyez pas là. Quel joueur vous a amené dans 3 Coupes du Monde consécutives, 3 finales de Coupe du Monde consécutives? Moi, je connais pas. Je connais pas. Donc, Mbappé peut écrire encore sa légende qui est déjà vu que c'est déjà une légende du football, hein, pour moi. J'apprécie pas peut-être le truc, j'apprécie pas son style, forcément. C'est déjà une légende du football. Football moderne là, et tout qui représente parfaitement, même si j'aime pas le style, j'aime pas l'individualisme, j'aime pas beaucoup de choses aussi, mais on peut pas lui enlever ça. Et je vois nos amis du Sénégal, le Sénégal dans lequel j'habite, mon pays d'adoption, Nangadef, Maïngefi, oh là là, Sénégal rec. Sénégal qui est en train d'être dans une période très prolifique de son football, avec une très louer la formation qu'il y a eu dans ce pays là, le travail de formation qu'il y a au Sénégal, que je ne fais que louer, les équipes de jeunes qui sont performantes au Sénégal, que je cesse de louer, le footballeur sénégalais qui a changé dans sa mentalité, que je ne fais que louer. Nous, le Cameroun, on a beaucoup à apprendre du football sénégalais. C'est vrai que quand on les dit ça, ils aiment gonfler aussi, parce que c'est ça le défaut un peu de l'homme sénégalais. Ils adorent toujours qu'on les caresse dans le sens du poids. Si tu les dis l'inverse et que tu es étranger, ils commencent à mal le prendre. Quand tu les dis pour les trucs positifs, ils sont contents, mais quand tu commences à dire les critiques alors que tu analyses de la même objectivité que tu leur as dit les choses positives, ils commencent à te regarder comme si tu es la dernière. Mais c'est un peu soit le côté qui m'agace, soit un peu chez mes frères sénégalais, mais il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, comme je l'avais dit dans un sujet là, l'euphorie que l'homme sénégalais a toujours peur d'entrer là, c'est dangereux. Les 21 matchs sans défaite là. Ouais. Vous avez vu, vous êtes un peu eu un réveil. Je parle à un ami là qui me disait, le Sénégal est capable de gagner la Coupe du Monde. Bon. Je levais les yeux, j'ai dit, bon, mec, j'ai dit, est-ce que tu as regardé les équipes Espagne un peu, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, non, le Sénégal peut gagner. J'ai dit, ok. Il faut attendre encore. Faut pas être dans l'euphorie. Faut prendre les trucs tranquillement. Même à la CAN là, on ne sait pas s'il peut avoir un couac ou pas. Parce que moi j'ai toujours analysé le football sénégalais. Le football sénégalais est en danger le moment où il est trop favori, trop attendu des autres, trop truc. C'est là où il est dangereux. Parce que les gens hype, les mecs, ils croient à cette hype
et après, dans le match, parce qu'ils ont peur de perdre, commencent à faire un couac. C'est comme ça que ça arrive. Tous les couacs du football sénégalais, c'est comme ça que ça arrive. Pas de la hype au début, parce qu'ils sont en rôle de favoris. C'est là où ils sont le plus en danger. Donc, le Sénégal, dans leur tête, en ce moment, ils sont bien, ils sont forts, ils sont trucs et autres et tout. Ils peuvent même gagner la prochaine CAN. Il n'y a pas de souci. Puis même sortir au premier tour s'ils tombent vraiment dans le piège qui tombe d'habitude là. Ce truc. Ils vont rencontrer le remake de France-Sénégal. Bon. Est-ce que le Sénégal peut reprendre le truc de 2002? Oui et non. C'est pas vraiment une réponse que je donne, mais oui et non. Il peut y avoir un match où le Sénégal va tirer son épingle du jeu. Mais sachez une chose. Le truc qu'on a vécu en 2002 là, avec le Sénégal là, ça ne peut plus tellement se reproduire mentalement avec l'équipe française là. Quoi de 1, l'équipe française là est préparée. 2, l'équipe française là, votre France-Sénégal là, ça les saoule. C'est quelque chose qui a marqué beaucoup les Français. Hein. Là, 2002, le premier tour, le Sénégal qui les bat. Ils sont à travers. Même je parlais avec un ami Djibril là qui m'a parlé. Je sais pas si je peux sortir l'audio là. Il est à Paris en ce moment. Et c'est un peu un Sénégalo-parisien. C'est un peu un Sénégalo-parisien. Donc il est très ancré un peu dans les deux cultures, française et sénégalaise. Tu vois un peu. Il m'a dit à Paris qu'en France et autres, tout 2002, France-Sénégal, pour ceux qui l'ont vécu là, ça s'est pas passé. Donc là, sachez que, je parle surtout pour les Sénégalais, que la France, quand elle va vous rencontrer là, elle vous mettra un point d'orgue pour vous montrer que, le truc de 2002 là ne pourra plus jamais se reproduire. Ce sera pas le même mindset avec De Sailly qui vous fait ce petit truc là comme à l'époque là. Vous vous rappelez de cette vidéo là, je vais la ressortir même. Ouais, l'Africain il fait ce truc, il vous le prenait un peu au-dessus de la jambe, un peu le match contre le Sénégal là. Vous vous rappelez un peu de ce truc, c'était sorti dans les yeux dans les Bleus 2 ou 3, je sais plus exactement. C'est dans les Bleus 2 là. Rappelez un peu de ce truc là. Ce sera pas ça, ce sera pas ça. Les gars là sont bien prêts. On va ils connaissent 2002, ils connaissent cette histoire là, les ressorts ça. On dit non, on va pas tomber dans le piège. Ils vont prendre ce match très au sérieux et ils vont vous mettre très au sérieux. Et ça peut finir comme un match nul, ou comme une boucherie. Le moment où la France marque le premier but, ça peut finir en boucherie. Parce que oui, certes, l'équipe de France là n'a pas un collectif huilé. Oui, certes, les mecs, Deschamps, son style n'est pas ouf. Mais les mecs ont des individualités de toutes parts. Et je ne pense qu'il n'y a aucun joueur sénégalais, mis à part peut-être Sadio Mané, et qui n'est plus à son prime, qui équivaut à un joueur français que j'ai vu. Iliman Ndiaye, c'est pas Cherki. Je suis désolé. Je sais qu'on est en train de faire. Ismaël Assar, c'est pas désiré doué. Mais non, les gars ont leurs armes. L'équipe du Sénégal peut fonder sur ses armes et pouvoir truc. Ça peut partir. Si le Sénégal fait match contre la France, c'est déjà un bon résultat. Hein. C'est un très très beau résultat. Faut même pas cracher dessus. Et si la France prend le premier but très tôt, oh là 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 là, ça peut être une boucherie les gars. Ça peut être une boucherie les gars. Ne vous étonnez pas que vous finissez en boucherie là, parce que les mecs là vont vous prendre excessivement au sérieux. Excessivement, ils vont pas vous faire à la jambe là, dans Sénégal, tempéré, truc et tout. Et aussi maintenant, je vais parler du sujet même qui me vient en tête. J'ai même envie de faire un sujet sur cette équipe là. La Norvège. Que personne ne parle, que personne ne check, que personne ne truc, alors qu'elle a fait des éliminatoires de dingue. Voilà l'équipe qui me fait même encore le plus peur dans ce mondial là. J'ai l'impression qu'en Norvège, en ce moment, parce qu'il n'y a pas que Haaland, hein. J'espère que je prie pour vous les gens que Odegaard soit blessé encore. Je ne souhaite pas ça, mais que Odegaard soit blessé pour l'équipe de Norvège. Parce que si Odegaard revient là, et qu'il participe à ce mondial là, Odegaard et Haaland là, ces éliminatoires, ils ont été une boucherie seulement. Avant sa blessure, c'était une boucherie les deux là. Allez voir les matchs, j'ai regardé un peu les matchs norvégiens et autres et tout, parce que je l'ai commencé à voir qui faisait de petits. Qu'est-ce que vous faites un peu depuis là? Les mecs, Odegaard et Haaland, mais j'ai jamais vu une fusion pareille. Les mecs, je savais pas que les gars étaient connectés. Je savais pas qu'Odegaard jouait. Déjà qu'il est incroyable à Arsenal, même s'il a souvent ses phases creuses à partir de mars et avril. Mais en équipe de Norvège, c'est un autre gars. C'est le patron de cette équipe là. On parle de Haaland, mais le patron, c'est Odegaard. C'est le patron, c'est lui l'alpha, l'oméga. Il passe, il tue, Haaland fait l'appel, l'équipe là en contre-attaque et les trucs. Et ils ont une ailier gauche là.
qui est droitier, ailier gauche là, qui est truc là, light skin comme ça là, qui me fait peur dans ses percussions là. Il est incroyable. Cette équipe est dangereuse. C'est l'équipe même pour la France, je dis Sénégal, mais voilà la Norvège là qui est dangereuse. Elle risque de faire un grand mondial. Elle risque de faire un très grand mondial. L'équipe de Norvège là, parce que l'équipe de Norvège là, elle me rappelle un peu l'équipe du Danemark dans les années 90 là. Ouais, un peu, j'ai l'impression que leur génération est un peu comme la génération. Ouais, un peu le Danemark des années 90, on va dire 90, 98 là, cette période là, c'est un peu leur période dorée un peu de leur football. Ils sont ils gagnent l'Euro à 92, certes sans Michael Laudrup. À 94, ils sont pas qualifiés certes à la Coupe du Monde, mais en 95, ils participent à la Coupe des Confédérations qui la gagnent. Ils participent à la Coupe des Confédérations qui la gagnent. En 96, certes, ils font je crois qu'ils sont au premier tour ou en quart. Je crois qu'ils sont au premier tour de l'Euro 96. Mais la Coupe du Monde 98, ils font une Coupe du Monde extraordinaire où ils arrivent en quart de finale. Je crois que c'est la première fois. Oui, je crois que c'est la première fois que le Danemark arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont une période qui a été très truc dans les années 90 avec cette génération. Ebessan, Brian Laudrup, comment il s'appelle encore là? Michael Laudrup était revenu après en 95, quand ils avaient changé de sélectionné. Ils avaient une très belle génération là. Et la Norvège me rappelle un peu la vibe de la Norvège. Footballistiquement me rappelle un peu cette période du Danemark là, parce que je pense qu'ils sont entrés dans ce truc là, et Haaland et Odegaard sont un peu les gars qui portent un peu cette génération là, et je pense que la Norvège peut être une très grande surprise pour le mondial là. Oui, le football italien, le truc là, mais la manière dont ils ont corrigé l'Italie, les deux matchs là, c'est quelque chose. Ils corrigent tout le monde, le Moldavie, les éliminatoires, ils corrigent. J'ai dit, oh, vous semblez dangereux, vous semblait très 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 dangereux au dégât dans l'équipe nationale, mais c'est incroyable. J'ai dit, on dit Haaland est peut-être le meilleur joueur norvégien de tous les temps, mais parfois moi quand je regarde Odegaard, parce que bon, j'ai une sensibilité beaucoup plus des joueurs comme Odegaard. C'est waouh, en équipe de Norvège c'est un boss. C'est le boss, c'est pas pour rien qu'il est même le capitaine. Si ce gars-là est au mondial avec Haaland, je vous donne bon pied la route. Je vous donne bon pied la route avec ce Norvège. Donc le Sénégal, au lieu de regarder la France là, regardez la Norvège. Parce que l'équipe là est forte. Alors, ouais, les Français, CNF, on va faire les CNF de France là. Checker la Norvège, quoi. Même la France là, c'est l'équipe qui est dangereuse. C'est l'équipe qui est dangereuse. Elle risque de faire un grand mondial si on ne fait pas attention. Elle va surprendre beaucoup de gens. Donc le match France-Sénégal, ouais, ok, tout là. Et la Norvège là, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe très dangereuse. Je suis bien un peu truc pour voir comment ça se passe. Groupe J. Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Je ne savais pas qu'ils savaient jouer au football. L'Algérie. L'immigré parisien critique beaucoup l'Algérie par rapport au style qu'ils ont et tout, que même quand ils se sont qualifiés, c'est un peu n'importe quoi la qualification de l'Algérie. C'est vrai que bon, je check pas trop de trucs. L'Autriche, bon. L'Argentine pourrait passer facilement. L'Argentine, ils ont eu des éliminatoires très tranquilles. Mais si vous dites, ouais, je sais pas si je vais jouer là, tu vas jouer le mondial. Tu vas pas faire chier les gens en disant, ouais, j'hésite à savoir si je joue pas au mondial. Tu vas jouer au mondial. Ta legacy n'est pas menacée. Même si tu la perds là, tu n'auras pas. Même si vous sortez au premier tour là, c'est pas. Tu vas participer au mondial. L'Argentine là est bien partie aussi pour faire un grand mondial encore. Parce que l'équipe est déjà à maturité. On parle d'une équipe qui a enchaîné une victoire en Copa América, une victoire en Coupe du Monde, une victoire encore en Copa América. Bellissima, finalissima. On peut dire que... Comment il s'appelle leur coach là? J'ai oublié le nom du coach là. Le coach là est peut-être le meilleur coach argentin de tous les temps. Ouais, il peut peut-être avoir, même si ma préférence sera toujours... comment il s'appelle? Pas Bilardo là. Menotti. Mais c'est même Menotti qui l'a mis. Ouais, lui Scaloni, c'est lui qui... Scaloni est peut-être le meilleur coach argentin de tous les temps. Il a, pour moi, peut-être dépassé même Scaloni et Menotti dans l'histoire du football argentin. Et voilà, c'est une manière, l'équipe peut arriver à maturité, il y a une nouvelle génération. Ça peut faire la part ça peut faire le doublé, hein. Faire le doublé comme t'appelles le truc, mais bon, il y a l'éventail Espagne un peu qui traîne un peu dans les parages, on verra un peu. Et puis, le groupe K.
Le groupe K, c'est un groupe assez particulier. Il y a le RDC, le NCA, c'est quoi ça? Jamaïque, NCA, je sais pas ce qu'elle peut. RDC, le Congo, oui, pourrait encore se battre pour pouvoir essayer de passer et devenir le vainqueur du barrage 1 là. Un truc. Bon, on espère que le Congo se qualifie. J'ai bien envie qu'il passe. Ça passe Coupe du Monde aussi. Le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. La Colombie fait partie toujours des nations. Truc. James Rodriguez, un moyen encore d'écrire la légende un peu qu'il est là, puisque on peut le considérer comme l'un des top 2 meilleurs joueurs colombiens de tous les temps. Certains disent que c'est le meilleur joueur colombien de tous les temps. J'ai toujours un amour pour Valderrama, mais c'est vrai que James a amené la Colombie en quart de finale. Le truc, on verra un peu ce que la Colombie deviendra. Ils ont fait des éliminatoires aussi pas intéressantes, pas inintéressantes un peu. Et le Portugal qui a une génération de fous monstrueuse. Ils ont le meilleur arrière gauche au monde. Ils ont le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Tout est parfait dans cette équipe-là. Raphaël Leao, on peut dire oui, il est sinusoïdal, mais il peut faire le job quand il le veut. Joao Félix, si on le laisse un peu le truc, oui, là, si on le laisse, il peut faire quelque chose. Le seul problème de cette équipe-là, ce n'est pas le coach Martinez. Vous savez quel est le seul problème de cette équipe-là? Il porte le numéro 7. Il est là. Il vampirise toute cette génération-là. Il est même capable de souhaiter que le Portugal ne va pas loin s'il est remplaçant dans cette équipe-là. Vous savez, les joueurs ont littéralement montré aux autres, ont communiqué exactement comment ils sont quand ils ne sont pas là. Dans le dernier match des éliminatoires, là où ils ont gagné 7 ans, là, ils ont envoyé un message. Quand tu n'es pas là, on est mieux. Il pèse sur tout le monde. Il fait chier tout le monde. Voilà le point d'Achille de cette équipe-là. Je le dis depuis 2022. Depuis le point d'Achille de cette équipe-là, c'est son capitaine. C'est le fou là. C'est le frustré là. C'est lui le point d'Achille. Quand les gars ne sont pas là et autres, tout, ils ne sont pas là en train d'avoir une obsession de lui donner le ballon qui marque ses buts et fait ses stats tout seul là. Les gars sont libérés. Bah, je vous dis, si le Portugal est en train de gâcher une génération à cause de ce vieux père, sa place c'est au banc. Si c'est pas au banc, c'est hors de la sélection. C'est là où sa place est. Parce que vraiment, il n'apporte rien. Il a marqué. L'équipe joue mieux quand il n'est pas là. Vous avez vu le match là où ils ont donné 7. L'équipe joue mieux. Les joueurs au Viti, les joueurs au Neves sont libres, les Vitinha sont libres, tous les gars sont libres. Ramos, il peut faire le job du boy là. Mieux même encore. Arrêtez de faire le vieux là, qui ne fasse pas son obsession là parce qu'il a vu seulement le coup type Argentin à avoir sa coupe du monde. N'est pas là à nous forcer ses stats à la con là. Tu vas placer au banc. Tu vas placer au banc. Qui n'emmerde pas. C'est ça qui tue cette équipe du Portugal là. Martinez a sa vision d'un beau football qu'il veut faire. Mais ça ne peut pas se faire tant qu'il y a le gars là. Il est en train de sacrifier cette génération du Portugal. Vous avez le meilleur arrière gauche du monde. Vous avez le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Vous avez des joueurs de oufissime. Donc quand je regarde l'équipe du Portugal, je dis mais regarde cette équipe là. Qu'est-ce qui gâte ça? Le gars là. Il gâte cette équipe là depuis 2020, 2022. Il le gâte. Cherche ses buts, pas gratter les buts de la tête déjà dans les mondiaux, au mondial 2020. Vous rappelez encore le truc ridicule là. On commençait à faire même les analyses, ouais, ça a touché le bout de le bout du cheveu dans son but compte. Arrêtez, on est arrivé à ça. Et c'est ça, c'est le boy là qui apporte. Sa place est au banc, frère. Si le Portugal met le gars là au banc, ils peuvent aller très loin. Si le gars là est titulaire, c'est n'importe quoi. Je dis ça, je dirais. L'Angleterre, la Croatie, le Panama et le Ghana. Le Ghana,
bof. C'est plus truc et tout là-bas. Ça va être André Ayou, ça combien, 50e Coupe du Monde 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. C'est la 5e Coupe du Monde d'André Ayou. S'il la joue encore, puisque les Ayou ont confisqué cette équipe nationale là, apparemment. Depuis 2010, ils sont là. Les frères Ayou sont là. Ils vieillissent, et Tito, ils sont toujours là. Ils confisquent. Donc, confisquer ce Sénégal. Le Panama, je vois pas trop ce truc. La Croatie qui sort de deux mondiales extraordinaires avec le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Kevin, comment il s'appelle encore là? Le gars de l'After là, c'est qui là? C'est lui qui l'avait sorti la première fois là. Bah, j'ai oublié son nom là. Le gars de l'After là, il avait totalement raison. Modric est le plus grand milieu de terrain de l'histoire du football. Un gars qui peut jouer tout, milieu défensif, milieu relayeur, meneur de jeu. Un gars qui a gagné 4 Ligue des Champions, qui a tout gagné avec le Real. Un mec qui a été Ballon d'Or. Un mec qui a amené son pays en finale d'une Coupe du Monde. Il a failli gagner la Coupe du Monde avec la Croatie. Modric. Et il a encore amené ce pays-là en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc on a affaire à un monstre de l'histoire du football. Son seul défaut, bah, il est croate quoi. Et il a le physique qu'il a là. Voilà, c'est ça. Physique là, gros truc et tout. C'est pour ça qu'on l'a jamais mis à sa juste valeur. Parce que les mecs n'ont pas le physique que tu as joué, le prestige aussi que tu as regardé, même ce qu'il fait à son âge au Milan. Si le Milan c'est top aujourd'hui avec son style, ouais, ça fait chier, Allegri et son football il n'est pas là pour faire le cirque. Le Milan est au top aujourd'hui grâce à lui. C'est Modric à 41 ans qui arrive encore à tenir la baraque du Milan. C'est un monstre ce mec là. C'est plus fort que Zidane, hein. Beaucoup plus fort que Zidane. Et plus fort que Iniesta même aussi. C'est plus fort que tous les milieux de terrain. Citez-moi n'importe quel milieu de terrain que vous voulez. Modric est plus fort que ce gars-là. Tous les milieux de terrain de l'histoire du football. Personne, Johan Niskins, tout ce que vous voulez. Citez-moi tous les noms que vous voulez là. Là, il est plus fort, il est plus consistant, plus versatile. Il peut jouer tous les postes là, avec le même niveau de rendement, presque joueur hyper giga international là. Et il a été Ballon d'Or et un gars qui a pu amener son pays dans les hautes sphères de l'histoire du football international. La Croatie en finale de Coupe du Monde, la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde. 2 mondiales consécutives. S'il amène encore la Croatie en demi-finale là, on va dire quoi sur le boy là, à 41 ans. Arrête, il a fait ça même à amener la Croatie en finale de la Coupe du Monde à 33 ans et la demi-finale à 37 ans. Même s'il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi d'autres joueurs importants. Et voilà, le gars, c'est le boss. C'est le boss, c'est un des 10 plus grands joueurs de l'histoire du foot. Mais on va pas le dire parce que bon, c'est Modric, c'est en croate, c'est pas brésilien, c'est pas espagnol, c'est pas français, c'est pas italien, c'est croate, voilà, on néglige quoi. Et aussi, l'Angleterre pour terminer, Tourelle. L'Angleterre, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Angleterre? L'Angleterre, ces dernières années sur le plan international, on va dire depuis 2018, l'Angleterre a des résultats bruts qui sont bons. Ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, ils ont fait une finale de l'Euro, ils ont fait un quart de finale de Coupe du Monde, où plus ou moins quand tu regardes le quart de finale, là c'est eux qui dominaient, mais ça se joue un peu avec le style de l'équipe de France de Deschamps là qui les fait gagner et le penalty d'Harry Kane qui est raté, mais la France, l'Angleterre partait aussi très loin pour cette Coupe du Monde là. La demi-finale, ils ont fait encore une finale de l'Euro. Sur le plan du truc, l'Angleterre a une constance sur une constance un peu sur les résultats bruts dans le football international depuis au moins minimum 8 ans. Maintenant, le problème de l'Angleterre, c'est se trouver un style. Thomas Tuchel est là pour amener un style parce que Southgate, ça t'a amené des résultats bruts intéressants. Le style faisait chier, surtout quand tu avais des joueurs de ces calibres là. Ils avaient des joueurs incroyables, ils ont une autre génération de fous là. Mais le style n'est pas le truc. Harry Kane est peut-être l'un des joueurs anglais, les plus grands joueurs anglais de tous les temps. Les meilleurs buteurs de l'histoire de l'Angleterre.
quelqu'un qui a porté l'Angleterre un peu plus ou moins dans les dernières compétitions internationales et tout. Que ce soit la Coupe du Monde 2018, les meilleurs buteurs, la Coupe du Monde 2022, les trucs. Harry Kane est là, Bellingham peut arriver aussi à une certaine forme de maturité avec cette équipe-là, même s'il avait été incroyable à l'Euro. Je pense que Bellingham aussi, il a des problèmes avec Tourelle, ouais, ok. Je sais pas, ça va s'arranger avant le mondial. On ne sait pas comment ça peut détourner. Baggio avait des problèmes avec Saki et il a amené l'Italie en finale de la Coupe du Monde malgré qu'il avait des problèmes avec Saki. On verra un peu avec cette équipe d'Angleterre là, mais bon, je pense Angleterre, Croatie, ça peut le faire pour sortir là. Le Ghana, j'ai aucune donnée avec l'Angleterre et tout, on verra un peu et tout. Mais c'est vrai que ces gars-là sont très malchanceux ces temps-ci, ils sont très malchanceux. Harry Kane est malchanceux. C'est un immense joueur, Harry Kane. J'ai fait un sujet, je sais pas s'il est déjà sorti, qu'il le sortira. Sur Harry Kane un peu et les grands joueurs anglais. Ce gars-là, c'est un des plus grands attaquants de ces 20 dernières années. Mais ce qui a péché avec lui, c'est un peu la malchance. C'est aussi le physique qu'il a, le monsieur tout le monde là qui fait que le tir ne check pas. Pour moi, Harry Kane, mais Benzema, il n'y a rien à envier. Oh, Benzema est ballon d'or, il a 2022. Harry Kane a amené totalement en finale de Ligue des Champions. Il n'était pas au Real. C'est vrai, c'est fort ce que Benzema a fait en 2022 là où il doit être la star du Real. Et parfois regarder aussi les autres gars. Harry Kane a amené le Tottenham en finale de Ligue des Champions. Il apporte l'Angleterre depuis. Il est incroyablement bon. Et Harry Kane, c'est comme Benzema footballistiquement. Je dis ça, je dis rien. C'est juste un peu ma réflexion un peu sur ce truc-là. En tout cas, on verra ce mondial-là. Je pense que notre chaîne de Moulac va retransmettre le stream un peu de mondial. Je vais faire un peu des trucs de stream de mondial. Nous allons faire aussi sur la canne, aussi sur notre chaîne de Moulac, des retransmissions stream un peu qui vont être partagées un peu sur notre Twitch. Si vous suivez pas un peu notre Twitch, je vais vous mettre le lien en description du tweet de Moulac, de notre collectif qui faisons un peu des streams un peu tous les lundis, mardi, mercredi, mardi, jeudi et tout. Et voilà. On verra ce qui se passera à la Coupe du Monde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.